Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À vous la parole. Nous sommes sur la scène du POC, votre centre culturel à Alfortville. À l'heure où la crise nous éloigne, nous avons voulu au contraire essayer de garder le lien, connaître vos envies et construire ensemble. Le concept est assez simple, nous voulons être au plus proche de vos envies. Voilà l'idée qui a été initiée par le maire de la ville, Luc Carvounas. Alors, pour ce premier thème, nous avons choisi la culture. La culture, pourquoi? Parce que c'est un bien essentiel. Maintenant, nous l'avons tous compris. Alors, on va avoir des débats, des idées, peut-être des sourires. On en a vraiment bien besoin en ce moment. Vous aurez de la musique et surtout des artistes. Nous allons commencer par débattre d'un certain nombre de thèmes. Je voulais juste vous préciser que cette émission est réalisée dans le cas avec des mesures sanitaires très strictes. Nous avons du plexi autour de nous, du gel hydroalcoolique pour tout le monde. Voilà. À vous la parole peut commencer. Je vais vous présenter nos invités. Maryse Destier, bonjour. Bonjour. Vous êtes metteuse en scène. On tient vraiment à ce metteuse en scène. C'est vous qui m'en avez précisé la chose. Vous avez une compagnie qui est implantée dans le département et vous avez le projet avec des enfants, notamment des enfants à Alfortville, de les faire travailler dans ce cadre artistique. Ensuite, à mes côtés, ici, présent, Julien Dérault, bonjour. Vous êtes un passionné de la danse, des artistes, vous êtes chorégraphe vous-même. Vous nous expliquerez bien évidemment tout ce que vous avez fait pendant ce confinement et notamment la création de cette scène qui s'appelle Théâtre du corps. À vos côtés, Sandrine Quétier, ancienne animatrice pour TF1. Vous avez également changé de métier. Vous avez décidé de devenir artiste, une autre forme d'artiste, chanteuse, comédienne notamment, et vous avez un projet qui s'appelle This Is, vous nous en parlerez dans quelques instants. Au bout de la table, Jean Beaucheux, bonjour. Vous êtes artiste, plasticien, vidéaste, vous avez fait de nombreuses expositions et vous avez travaillé avec Sandrine Quétier, c'est vous qui avez initié ce projet, le collectif This Is. Légalement, vous nous en parlerez dans un instant. Nous avons Julien Soro de ce côté-ci, juste en face de Jean Beaucheux. Vous êtes, Julien, l'un des musiciens les plus talentueux, on peut le dire, saxophoniste de talent, notamment 100% alfortvillais. Et on vous a beaucoup entendu pendant le premier confinement. Vous sortiez un peu de chez vous avec votre saxo, ça nous faisait un peu de couleur et du baume au cœur. Ça nous a tous fait du bien. Autre artiste, autre chanteuse qui est en face de vous, Roxane Terra Morsi, bonjour. Vous êtes chanteuse, leader du groupe alfortvillais Archibald. Vous êtes une aventurière, on en parlera également. Et vous nous réservez une petite surprise pour la fin de cette émission. Regardez la surprise. Je le disais, c'est une émission qui s'appelle À vous la parole. Alors, avant de parler, avant d'entrer dans le vif du sujet sur la culture, je pense que le mieux, c'est de vous écouter. Bah, évidemment. Bah oui. Je dirais oui. Bien sûr. Mais bien sûr. Ah oui. Oui, je pense. Ah bah évidemment. Ah oui, tout à fait. Avant, elle était quand même bien pour ce genre de choses, mais là, forcément, là, d'autant plus. Si eux, ils le font pas, qui le fait quoi. Financièrement, je pense. Permettre encore une activité malgré la situation sanitaire. Bah, déjà réouvrir, ouvrir tout, c'est primordial pour tout le monde. Si la ville peut débloquer déjà des fonds, un fonds de solidarité, des fonds exceptionnels, c'est peut-être plus développé, mais j'ai vu qu'ils le faisaient, peut-être des spectacles en numérique, en vidéo, tout ça, mais j'ai vu qu'apparemment ils avaient l'air de le faire, là, les valoriser et puis de les faire qu'ils soient présents sur la scène, même si c'est pas une scène physique. Quelque chose qui doit être normalement géré au niveau national, mais peut-être l'organisation d'événements, ou peut-être sur soutien des associations, peut-être, ou un endroit comme ça, par exemple, qui pourrait effectivement faire appel à des artistes. Le problème, c'est le niveau national, je pense. Voilà. C'est le principal point qui va bloquer, en fait. Organiser des choses, si c'est bien dans les règles sanitaires, en fait. Voilà. Dès qu'elle aura l'autorisation des actions de groupe dans le milieu fermé, ils se feront un plaisir, un devoir de reprendre les activités au plus vite. Je pense à l'équipe de danse de Pietra Gala et je pense à d'autres choses aussi, parce qu'actuellement c'est arrêté. L'accès aux grandes salles, le travail en petits groupes. Difficile parce que c'est des problématiques qui dépendent un peu aussi des directives gouvernementales, quoi, mais bon, je pense que tout ce qui peut être fait pour
pour aider, soit financièrement, soit d'une autre façon, doit l'être, quoi. Des locaux, des choses comme ça. Peut-être effectivement prévoir des spectacles un petit peu plus restreints ou avec des réservations et un nombre de personnes limité. Peut-être en extérieur, avec la saison, ça sera un peu plus faisable. Au revoir. Voilà pour ce reportage. Vous avez entendu les Alfortvillais, ils ont plein d'idées, ça va nous servir pour notre débat. Mais peut-être juste une première question. Quels sont les retours que vous avez quand vous allez vous promener, quand vous parlez de votre art? J'aimerais savoir un petit peu, comment vous l'avez vécu, cette période, comment vous le vivez toujours, et qu'est-ce que les gens vous disent, votre public? Peut-être, si vous voulez bien commencer, Julien. Les retours qu'on peut avoir, nous, déjà, sur les gens qui venaient dans notre studio à Alfortville pour prendre des cours, c'est que, bien évidemment, le fait de plus du tout danser, même la pratique, en fait, ce qui est très important pour un danseur, et puis pour ceux qui aiment pratiquer la danse, de pouvoir venir et donner des cours, même ça, d'une certaine manière, c'est interdit aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même la première difficulté, parce que quand vous ne pouvez pas vous entraîner, que ce soit les professionnels ou les amateurs, vous êtes, comme je le dis souvent, comme les personnages de Beckett. On attend Godot, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, et il ne va peut-être jamais venir. Donc c'est une situation qui est compliquée, parce que le corps a besoin de s'entraîner, et c'est vrai que c'est difficile, parce que quand le corps ne suit pas, le moral vient avec. Donc c'est pas... Une petite baisse de morale? C'est pas simple. Nous, on a la chance de pouvoir encore, en tant que professionnels, aller dans nos studios pour pouvoir continuer à nous entraîner. Mais la plupart des professionnels n'ont pas cette chance. Ouais, donc c'est là où justement les lieux, même de training, d'entraînement, sont très importants pour nos métiers, pour pouvoir garder justement le physique. C'est notre outil de travail, le corps est notre outil de travail, donc il faut s'entraîner régulièrement. Roxane Terramorci, vous chantez régulièrement également, donc j'aimerais savoir un petit peu ce manque, et puis surtout votre public, que ce soit par des mails ou que ce soit, je sais pas, un coup de téléphone, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je pense tout de suite à notre factrice qui nous a du coup découvert à travers les actions qui ont été menées et qui nous disent on est content en fait, on est content de savoir que vous êtes là, on est content de faire votre reconnaissance. En termes par contre de soutien, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine de la musique, donc on est un petit peu tous très solidaires et on partage un petit peu tous nos points de vue. Peut-être Marie Destier sur ce point, après on va avancer sur notre débat, juste pour faire tourner un petit peu la parole. Sur ce point, moi je ne suis pas tout à fait dans la même situation que les autres invités autour de cette table, parce que je suis metteuse en scène et directrice artistique d'une compagnie dite émergente. Donc justement, notre public, on attend de le rencontrer. On est vraiment dans cette période charnière dans notre parcours artistique avec la compagnie Jordil, où on a commencé à faire des spectacles. On a commencé à rencontrer du public, on a des projets, et puis tout s'est arrêté. Et puis tout s'arrête, donc c'est un peu difficile. Là, la compagnie, elle est implantée dans le Val-de-Marne. On a un projet qui est soutenu par le POC ici, et on espère bientôt rencontrer notre public, enfin. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de retours, mais ce qu'on fait, on prépare la suite. C'est ça qui est Sandrine important. Quétier, qui est animatrice d'une grande chaîne de télévision, on vous reconnaît évidemment forcément aussi dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Là, les gens... masqué dans la rue, on me reconnaît pas beaucoup. Bon, alors... non, ce qu'on peut me dire, en fait, nous, on a un exemple un peu contraire avec Jean sur le projet V6, puisque le confinement a accéléré finalement la mise en route de notre projet. Ça, c'est important. C'est-à-dire que pendant le confinement, il y a eu des idées qui ont émergé. On ne fait plus les choses de la même façon. Exactement. Et on va rencontrer le public différemment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce confinement, au lieu de mettre peut-être 2 ans, 3 ans, j'en sais rien combien on aurait mis de temps à faire ce projet, on aurait peut-être eu besoin de plusieurs mini-confinements. Là, finalement, on a décidé de profiter de cette privation de liberté physique pour nous lâcher complètement en liberté de création. Donc, on a bien travaillé, on avait envie depuis longtemps. Et c'est vrai que ça a été pour nous, alors pour ça, bénéfique. C'est pas bénéfique pour plein d'autres choses, mais en tout cas, au niveau de la création, nous, ça nous a quand même facilité. Oui, Jean Beaucheux. Oui, en effet, on s'est confiné à 3 avec François Pavon, avec qui on travaille dans ce groupe, dans ce projet V6. Et en effet, on a mis à profit ces moments
où en fait, moi par exemple, je ne pouvais pas faire d'exposition, de choses comme ça. Donc on s'est concentré, puis on a profité surtout de cette énergie, ce genre de projet. Il se fait, quand les choses arrivent et naissent comme ça, on a eu la chance de pouvoir aller jusqu'au bout sans se disperser, sans chacun aller dans nos... Pas trop le choix. Et donc voilà, et ce confinement, pour le coup, il a été plutôt pas mal pour nous. Plutôt bénéfique. Allez, Julien Soro, oui. Vous qui avez œuvré, j'allais dire, devant chez vous, donc oui. Pour les voisins. Oui, j'ai effectivement joué un petit peu en mars dernier, j'allais dire, on est passé un peu par beaucoup d'états depuis un an. Ça fait un an, il y a eu pas mal d'états différents. Mais en tout cas, le début du premier confinement a généré effectivement des envies différentes, de ne pas complètement se recroqueviller, parce qu'on commençait à penser qu'on allait un petit peu mourir à petit feu chez nous, et du coup jouer à la maison parce que j'ai une terrasse et partager des choses, c'était l'une des possibilités. Par contre, dans le rapport au public, les retours, c'est quand même une tristesse, et ça commence à vraiment, on commence à sentir la longueur. Ouais. Les peu de choses que j'ai fait, le peu de contacts, les gens sont très heureux quand ça reprend, il y a une vraie émotion, mais ils sont tristes de cette durée, et on espère vite retrouver quelque chose. Alors, je fais une petite parenthèse avant qu'on rentre vraiment dans le débat, parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives lancées par Asile Fortvillers. Coco Pello est avec nous. Coco Pello, il va nous accompagner pendant toute cette émission. Coco Pello, vous êtes un BDiste. Merci de nous accompagner. Et vous avez sorti au mois de janvier dernier votre ouvrage Palais Bourbon, pour ceux qui voudraient éventuellement aller dans une librairie, si possible en ce moment, pour pouvoir se le procurer, ou sur Internet, parce que ça aussi, on va en parler des conséquences avec Internet. Évidemment, vous croquez pendant le débat, et puis on revient vers vous dans quelques instants. Alors, je disais, vous avez entendu ces Asile Fortvillers qui ont beaucoup parlé du numérique notamment, mais qui ont parlé aussi du rôle de la ville. Alors moi, j'aimerais savoir quel est l'apport de la ville par rapport à la culture. Est-ce qu'il a un petit peu changé? Est-ce qu'il a été modifié? Qui veut prendre la parole éventuellement, Sandrine, si vous voulez? L'apport ici Oui, de cette ville, mais nous, aussi... ouvrons, ouais. Évidemment pour Alfortville, mais vous imaginez aussi que moi, j'ai deux choses, les autres communes se bougent. On a été accueillis en résidence ici et on a pu tourner des clips ici. En confinement, donc ça a été extraordinaire. Bon, certes, il n'y avait pas de public, mais on a tourné des clips quand même. Et là, moi, je reviens de la ville de Saint-Gervais-les-Bains, où ils ont organisé un e-festival du stand-up et de l'humour, où pendant une semaine, il y a des artistes qui sont venus se produire. Certes, il n'y avait pas de public, mais c'était à la fois... Alors, ils étaient extrêmement heureux de remonter sur scène, parce que pour certains d'entre eux, ça faisait un an qu'ils n'avaient rien fait, et assez partagés, en se disant, on ne touche pas notre public, mais en même temps, il y a peut-être d'autres personnes qui ne nous connaissaient pas, qui peuvent nous voir aujourd'hui. Bon, parce que c'est une solution le streaming, c'est une solution qui n'est pas viable seule. C'est-à-dire qu'on est quand même complètement décorrélé de notre public et des choses comme ça. Mais c'était quand même la joie de remonter sur scène et de proposer quelque chose avec des téléspectateurs. Vous dites allez, le streaming ou Internet ou numérique, on va rentrer plus dans le détail, mais c'est mieux que rien. C'est un peu ça l'idée? Oui, c'est un peu ça l'idée. C'est ça l'idée? Vous faites des concerts? Ça existe. Vous avez fait des concerts un petit peu en streaming également? J'ai fait quelques concerts en streaming depuis ma terrasse. Alors le grand débat, c'était de savoir si on le faisait sur la terrasse pour que les voisins puissent en profiter, ou est-ce qu'on le faisait à l'intérieur pour que le son soit meilleur et qu'il n'y ait pas de voiture pour les gens du public. C'était un vrai débat intérieur, et d'ailleurs on se demandait. On l'a fait sur la terrasse, et justement on a eu des retours d'une voisine, la voisine d'en face, avec qui on a fait connaissance de fait, et qui nous a dit j'adorais, et on s'invite à boire le café. Donc ça crée du lien. Ça crée complètement du lien. On croit qu'il y a une certaine distance avec Internet, mais finalement ça crée peut-être un nouveau lien, on peut dire. En fait, ça crée du... les deux sont vrais, c'est-à-dire que c'est mieux que rien, ça existe. Ça crée du lien avec des gens qui sont loin et qui sont prêts à s'engager aussi en faisant des commentaires, en faisant des likes, parce que c'est aussi le seul retour qu'on a. C'est terrible, enfin vous l'avez dû faire l'expérience. Fini le morceau, et puis un blanc total, on est devant sa caméra et on est comme mal à l'aise parce qu'on sent qu'on fait un dialogue seul. Il nous manque les applaudissements, il nous manque un youfou, un ouais chouette, super, on passe à la prochaine, ou même si on est à des amis à table dans un milieu intimiste, on a ce retour. Et cette absence de retour, elle est pesante, et elle est plus pesante que jamais quand on fait un morceau en vidéo, une chanson à destination de gens qui sont loin. Donc l'engagement des gens aussi, du public,
il est hyper important à travers les likes et les commentaires et les messages privés. Mais en même temps, ce qui est encore de super beau et de chaleureux, c'est justement la connexion que ça fait en local. Et moi, j'ai trouvé que... Oui, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin sur ça, justement, cette connexion locale? Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, du coup, notre factrice nous reconnaît. Elle nous dit, alors, vous chantez pas aujourd'hui? Ça nous touche. La voisine d'en face avec qui on a fait connaissance, les voisins qui ont entendu notre musique. Ça nous a permis de briser certaines frontières. Ça veut dire quoi, quelque part, qu'il y a une forme de culture en bas de chez soi, de la porte à côté, alors qu'on estimait peut-être que la culture était plus loin pour certains? La culture peut être partout, mais des fois on oublie qu'elle est très proche, parce qu'effectivement dans notre vie de musicien, enfin moi je parle pour moi, j'ai été faire des concerts très loin ces dernières années, j'ai été jouer en Chine, en Afrique, et effectivement je revenais chez moi pour m'occuper de ma famille, et là tout d'un coup j'étais justement obligé de rester chez moi, et du coup effectivement on a retrouvé des liens de proximité, et des liens qui peuvent être forts. Et je trouve que ce qui fait le lien avec le streaming, c'est que c'était bien de jouer sur les terrasses, c'était bien d'être en extérieur, parce qu'effectivement les gens ouvraient leurs fenêtres, il y a des gens quand même qui criaient quand moi je finissais de jouer, il y a des gens qui... Il y avait une joie, alors que quand on a fait des streamings en conditions professionnelles, c'était super pour la vidéo, la qualité sonore, la qualité de production artistique. Par contre, l'impression de froideur, elle était vraiment là. Et qu'il n'y ait personne et qu'il y ait une sorte de tension, là, c'était difficile. Alors, juste avant de vous interroger les uns les autres, je vous parlais de Cocopello. Cocopello, vous avez commencé à croquer. Est-ce qu'on peut voir l'un de vos dessins? Alors oui, qui est juste ici. Et justement, moi, je me posais la question, comment ça se passe au niveau du streaming, parce qu'on voit que c'est toujours le bazar avec Zoom, on s'entend pas parler, etc. Mais en concert, qu'est-ce que ça donne en fait? Alors, qui veut répondre? Roxane, parce que là, pour le coup, les musiciens... C'est une question de musicien, ça. Jean Bochot, si vous voulez répondre à cette question. Non, on n'a pas encore donné. Tout à l'heure, je disais que c'était une période chouette, le confinement pour nous, pour composer. Par contre, c'est vrai que c'est pas une période chouette pour jouer. Et alors, moi, les voisins, par contre, ils savent que je joue de la guitare. Contents, ouais. Les voisins étaient contents. Ils savent depuis longtemps que je joue. Et c'est pas spécialement un truc qui... Voilà. Mais non, voilà. On n'a pas vraiment prévu de faire du streaming. Je pense qu'on attend le moment où on va pouvoir... lâcher les chevaux. Voilà. Ce que j'ai entendu aussi, c'est Julien qui en parlait, c'est qu'il y avait deux formes finalement de numérique. Il y a le numérique pour ses plus proches, j'allais dire ses fans peut-être, et puis après la porte à côté, et il y a le numérique pour le streaming pour le reste, c'est-à-dire pour le côté professionnel. Il y a une sorte de numérique un peu sauvage, le Facebook Live, des choses qui ne sont pas forcément en qualité très fortes, mais qui par contre peuvent créer une proximité et sur le moment peuvent être rigolotes. Après, moi j'ai travaillé avec des équipes de musiciens qui ont carrément créé par exemple leur télé. Ils ont créé une télé qui s'appelle Adlib TV, et du coup qui a fait une programmation de concerts en streaming, et sur le site il fallait s'abonner, il y a un abonnement, c'était 10 € par mois, et on pouvait regarder les concerts, toutes les semaines ils faisaient un concert. Donc j'ai participé 2 fois à ces concerts-là. Et ça, c'est une belle initiative, par exemple. Julien Dervaux, c'est quelque chose que vous auriez pu reprendre, ça, pour vous qui êtes chorégraphe, etc., remettre des spectacles en ligne et fabriquer pour l'Internet? Oui, quand on a fabriqué régulièrement des petites vidéos qu'on mettait en ligne, en effet, sur les réseaux sociaux, pour essayer, ce qui d'ailleurs nous donnait des sortes de deadline, quoi. Ça nous permettait d'avoir aussi parce que de s'entraîner tous les jours, c'était un peu étrange, quoi. Il y avait des jours où on a l'impression d'être un peu en train de casser des pierres à Cayenne. Donc c'est vrai que le fait se dire, bon allez, vendredi on poste une vidéo, ou on l'organise, on va essayer de faire. Alors au départ c'était quand même assez étrange, parce qu'on a même fait des vidéos chez nous, dans notre salon, c'était un peu surréaliste, mais bon, ça permettait de faire quelque chose de nouveau, c'était intéressant quand même. Et puis ça permettait en effet de garder le lien avec le public, avec des gens qui finalement vivaient la même chose que nous, s'entraînaient aussi dans leur salon en poussant les meubles. Donc ça créait en effet un lien. On a aussi également donné des cours, ça c'était intéressant, parce que cette dimension de Zoom à travers les cours, au départ j'étais vraiment pas convaincu. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu des gens qui peut-être ne seraient jamais venus chez nous, parce que du coup, de se dire j'ai pas le niveau, je n'oserais jamais prendre un cours de danse avec des professionnels. Et là, le fait d'être chez eux, ils pouvaient même débrancher la caméra, on pouvait ne pas les voir, donc il y avait un côté très, un peu à domicile d'une certaine manière. Et j'ai vu des gens d'âges très très différents, vraiment de toutes les générations, tenter le coup, venir prendre un cours, essayer de voir s'ils étaient capables de... un lien intergénérationnel. Donc ça, c'était vraiment un lien qui, moi, m'a redonné un peu de morale, justement, en disant ça nous crée un lien nouveau. Et puis je pense que cette période
va permettre, quand ça va réouvrir, et donc je crois que c'est demain ou après-demain, il me semble. C'est ça, oui. Enfin, tout à l'heure. Je suis voir le surlendemain peut-être. Mais... C'est très tôt. Je pense qu'on va garder ce genre de choses. Par exemple, pour le milieu professionnel, je sais qu'il s'est créé des choses beaucoup plus rapidement que d'habitude. On parlait du lien avec les villes ou avec d'autres institutions, par exemple. Nous, on a profité de cette période, là, presque en un an, on a monté un centre de formation professionnelle. Donc au niveau administratif, c'est quand même très lourd. Et c'est vrai que toutes ces visioconférences avec des interlocuteurs qui allaient de conseil régional d'Île-de-France jusqu'au ministère du Travail, c'est des gens qu'on n'aurait jamais pu avoir si facilement finalement, parce qu'il aurait fallu se déplacer, ça aurait pris des années. C'est vrai que la visio a facilité. Et là, du coup, oui, ça vraiment permettait d'avoir des réunions très rapides et de faire avancer des dossiers, et puis de gagner du temps, d'éviter aussi de perdre la moitié de la journée pour aller à un rendez-vous. Donc ça, j'espère, d'ailleurs je croise les doigts, que dans nos milieux, ça va permettre de perdurer. J'aimerais qu'on reste sur cette notion de culture du quotidien, culture des villes, qui pour moi semble quand même très important, parce que c'est aussi pour le public, notre public, peut-être le public d'Alfortville, mais certainement d'autres villes aussi. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au public aujourd'hui, pour donner un petit peu de notion, quand même un petit peu d'espoir? Moi j'ai envie de dire quelque chose, mais tout d'abord par rapport à la question que vous avez posée avant sur est-ce que c'est mieux que rien, la culture en numérique? Peut-être que c'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant. Il n'y a rien qui remplacera l'émotion qu'on a en tant que spectateur quand on est en live à un concert, à un spectacle de danse ou de théâtre. Et je crois que c'est pour ça qu'on travaille en tant qu'artiste et qu'on s'engage, parce que c'est aussi beaucoup de sacrifices, cette vie d'artiste. Quand on décide de faire ce choix-là, de choisir cette voie, c'est aussi pour partager un moment artistique, un moment hors du temps. Et ça, de façon virtuelle, je ne suis pas sûre que ce soit complètement possible. Et donc, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'on a envie de dire aux spectateurs, moi, ce que j'ai envie de leur dire, parce que je prépare la suite, je prépare les retrouvailles, parce que c'est ça qui me manque, c'est ce moment en suspens de partage, qu'on n'est pas étranger à ce qu'ils traversent. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Oui. Et je pense aussi aux jeunes, aux écoliers, aux étudiants qui sont particulièrement isolés aussi, pour qui c'est extrêmement difficile. Et moi, j'aimerais vraiment pas avoir leur âge aujourd'hui, en 2020 et 2021. Et je pense beaucoup à eux et j'ai envie de leur dire qu'on n'est pas étranger à ce qu'ils traversent, à leurs difficultés et aussi à leurs souffrances. Alors, si on parle un petit peu d'aide pour la culture, etc., est-ce que vous pensez que le numérique sera suffisant, ou pourrait être suffisant, en tout cas à l'heure actuelle, pour faire vivre la culture? Est-ce que de tout ce qu'on a vécu, est-ce qu'on peut s'imaginer que la culture puisse vivre en grande partie grâce au numérique? J'ai envie de répondre. Julien? Aucunement. Bonne idée. C'est trop tôt pour le savoir? Je dis aucunement. Aucunement. Ça ne se suffit pas. Ça serait catastrophique s'il n'y avait plus que du financement par le numérique, ou si ça serait. Parce que c'est un peu ce que vous voyez, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'à force de se dire on va tout faire sur le numérique, on commence à tendre vers ça. Oui, sauf parce qu'on n'a pas le choix non plus. Parce qu'on n'a pas le choix, bien sûr. Et quand on aura le choix, je pense que ça peut être effectivement, comme tu dis, un outil, mais ça ne remplacera certainement pas le physique, l'émotion, la rencontre qu'il y a entre un public et un artiste. Mais il faudra peut-être se méfier effectivement dans la sortie de crise de ne pas avoir laissé trop d'espace à cet espace-là quand même. Mais je pense que les gens, le public sera heureux de retourner aussi applaudir et aller vibrer dans une salle. Vous comprenez ma question, on n'est pas en train de vivre une transition pour la culture. Je pense pas, on est en train de vivre une crise très spéciale, mais la transition, on la vit déjà depuis quelques temps. Le numérique a pris de l'espace dans nos vies. Quand on fait un spectacle, on a des gens avec leur portable avant le spectacle. Ils sont obligés de réfléchir pour le couper. Et il y a des gens qui le laissent ouvert sans faire exprès. De toute façon, le numérique, il est là. Là, il a pris une dimension... Nous vivons tous avec. Il était déjà là et il a pris une dimension un peu supérieure dans le fait de la crise, dans le contexte. Mais finalement, c'est cette réflexion qu'il faut avoir. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme espace dans tout ça au numérique? Ça, c'est... Et à la fois, le numérique nous a permis de créer un album à la maison. Bien sûr, il permet des choses. Mais tout n'est pas négatif. Tant qu'il reste un outil qu'on maîtrise, mais il faut effectivement, je pense, garder une distance. Mais est-ce un outil qu'on maîtrise?
C'est-à-dire que quand je chante devant quelqu'un, je maîtrise quelque chose, voire je maîtrise rien du tout, mais en tout cas, je me soumets à une règle du jeu que je comprends, sur laquelle j'ai un minimum d'emprise. Mais c'est vrai que quand on est tributaire du numérique, alors il y a le numérique qu'on produit, enfin, si moi je produis une vidéo et que je vous la donne, bah, ce sera super, ce sera un jeu, je vous ferai un cadeau et ce sera chouette. Maintenant, quand on doit passer par des entreprises, en réalité, et qu'on n'a pas la connaissance des règles du jeu, des algorithmes, des heures de publication, et que ça change toutes les 5 minutes, on est aussi tributaire complètement de quelque chose dont on ne comprend rien. Et là, surtout dont on n'a pas la maîtrise réelle. Non, on n'a pas la maîtrise réelle de cet outil, donc c'est quand même pour moi une forme d'enclave. Donc pour ça je dis, je pense qu'aucunement ça ne remplacera la chaleur. L'humain est un animal social et à aucun moment je pense que le numérique ne pourrait complètement remplacer cela. Et en réalité, nous, même si on veut faire au mieux, pour satisfaire au mieux nos besoins de création et les besoins de culture du public, en fait, on est aussi quelque part piégé face à la méthodologie. On ne sait pas comment ça fonctionne et on n'a pas la main dessus. Ouais, moi, il y a aussi quelque chose, en tout cas, où je serais vigilant, c'est que c'est aussi un outil commercial, de promotion, etc. Donc, oui, le numérique, on ne peut pas se l'approprier totalement, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas hyper envie en tout cas, on n'est pas propriétaire une fois que les images sont, ou les sons sont sur la toile. Voilà, donc vous parlez de propriété intellectuelle ou vous parlez de propriété financière? Absolument, ouais. Les deux. Les deux. Ouais, enfin, aussi intellectuelle, après on fait des musiques ou des choses pour les partager, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, oui, ça ne fait pas vivre. C'est ça, ma question c'était ça, vous l'avez compris. C'était est-ce qu'on peut vivre finalement de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de version numérique? Maintenant, en tout cas, la musique, c'est beaucoup sur le live que les gens vivent, quoi. On achète beaucoup moins de CD, les plateformes, ils rémunèrent ce qu'ils peuvent. Ça, il y a des progrès à faire pour le coup. Ouais, vraiment. Julien, est-ce que vous avez réussi à vivre de votre art pendant près d'un an, là, un peu plus d'un an maintenant? On a surtout, et je pense on est plusieurs sur ce plateau à avoir survécu grâce au statut d'intermittent qui a été quand même effectivement prolongé assez vite. Après, moi j'ai la chance de jouer dans des orchestres qui sont quand même structurés, subventionnés et qui ont pu, à chaque concert que j'aurais dû faire, me payer en activité partielle. Et donc j'ai continué à être payé pour des concerts que je ne faisais pas, ce qui m'a des fois d'ailleurs questionné aussi. Mais effectivement, pour l'instant, on peut vivre. Ce qui va être compliqué, c'est la reprise, avec pas mal de festivals qui vont devoir s'arrêter. Et les bouchons de programmation. Voilà, les bouchons de programmation. Là, c'est vraiment plus pour l'année prochaine, en tout cas dans notre domaine où on s'inquiète. Sur ce thème-là, quelqu'un veut prendre la parole sur le côté financier, bien sûr, est-ce qu'on peut vivre de son art? Encore aujourd'hui, l'idée, en fait, ce que tout le monde raconte sur les réseaux sociaux, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, mais moi je sais que dès le départ, je me suis dit, là ça fait un an, enfin plus d'un an même que les théâtres sont fermés. C'est vrai que moi je me suis toujours posé la question, puisqu'on savait dès le départ qu'on allait tous se retrouver sur la toile, justement pourquoi pas avoir créé un outil public du numérique, une plateforme publique gérée par le ministère de la Culture, parce qu'en fait on a justement fait des concerts pour rien. Moi j'ai des amis qui ont fait des résidences avec des rendus de résidence devant personne. C'est vrai qu'il y a un moment où on questionne ça aussi, on se dit c'est un peu étrange. Moi j'ai toujours cette image, c'est un peu comme avec la politique agricole commune, quand les agriculteurs jettent leur lait parce que finalement ils sont payés pour le faire, pas pour le vendre. Donc il y a un côté étrange et je me suis vraiment posé cette question dès le départ. Je me dis, s'il y avait une plateforme publique avec des règles du jeu justement qu'on comprendrait puisqu'elle serait publique et on ne serait pas à travers des GAFA, ça aurait été une idée parce que à terme on sait qu'on va continuer à utiliser les outils numériques. Moi je suis plutôt optimiste, non, même je trouve qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de danseurs qui sont fait découverts, qui vivent grâce au numérique. Et au-delà de ça, moi quand j'ai entendu notre ministre nous dire que 52% des Français n'avaient jamais mis le pied dans un théâtre, moi je sais que pour moi c'est un échec personnel. C'est de me dire, donc ça suffit pas. Le réel est super, le vivant est génial, mais il y a la moitié des Français, plus de la moitié, qui n'y viennent pas. Donc le numérique est aussi un moyen d'aller les chercher, clairement. Il y a toute une génération à qui on va faire découvrir l'opéra, le théâtre, la danse, etc., la musique, parce qu'on va les chercher sur leur téléphone, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui il faut aller chercher les gens. Parce que souvent, je disais, vous savez, maintenant les gens ont passé un temps monstrueux devant les plateformes. Netflix a engrangé des sommes monstrueuses parce que voilà, c'est un accès tellement simple que nous aussi de notre côté,
il faut qu'on ait des outils comme ça. Il faut qu'on contre-attaque, si je veux dire, mais de manière intelligente. Et je pense que c'est pas si difficile que ça. Et les algorithmes peuvent être du coup clairs et définis, etc. Quelqu'un veut intervenir avant qu'on écoute, parce que Jean Moucheux, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu votre concept, votre projet pour This Is, s'il vous plaît. Le premier concept, c'est cette réunion, c'est se faire plaisir et faire de la musique qu'on aime, etc. En fait, voilà, je crois qu'on est dans une époque où on peut avoir plusieurs vies, plus professionnelles en tout cas, et surtout dans nos domaines, et enchaîner des choses. En plus de quelque chose qu'on peut écouter, voilà, de travailler le visuel. Donc vous avez décidé de travailler le visuel. Ah bah, écoutez, si vous voulez bien, on va faire du télévisuel, on va regarder un extrait, puis on va rebondir juste après. Ça c'est un clip, ouais. Quelle voix, Sandrine Quétier. Merci. C'est agréable hein, d'entendre un petit peu de musique et des artistes. Ça a été tourné ici. Ça a été tourné ici dans cette fabuleuse salle de spectacle du POC qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission. Alors on l'a vu, vous avez tourné ici, mais c'était à destination de quel public finalement? Alors au départ, on devait avoir un concert, donc on était en résidence ici pour répéter, et puis il y a eu les confinements, et donc on s'est dit bon bah on est là, et le théâtre très gentiment, on s'est dit on va en profiter pour filmer quelque chose, pour avoir des images, pour avoir une trace. Et alors après, comment ça s'est organisé pour la distribution? Ça s'est très bien organisé. On a eu des équipes de la ville qui sont venues filmer un set, et puis qu'on a répété plusieurs fois. On a fait toute une journée pour enregistrer 5 ou 6 morceaux. Combien on en a enregistré? 6, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Comme ça. Et ensuite, montage, voilà. Et puis maintenant, on a cette belle matière entre les mains, prête pour le déconfinement. Alors, organisation de spectacle à suivre, évidemment. Ah oui, alors ça, on en a hein, des trucs, hein, mais bon, encore faut-il qu'ils se tiennent, mais oui. Bah oui, c'est ça, c'est le problème des organisateurs, festivals, etc. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer, quelle jauge, quel truc. C'est assez complexe, quoi. Et par rapport aussi
ces festivals qui accueillaient des gens de l'étranger, des musiciens internationaux, là, c'est un peu plus bloqué. On voit que les charrues, ils vont être à 5000 spectateurs soir. C'est ça, il y a des jauges à 5000. Alors que c'est un festival qui accueille 270 000 personnes en principe en 4 jours. Je me demande comment, qu'est-ce qui va se passer finalement. Est-ce que les exemples à l'étranger peuvent aussi nous donner des idées éventuellement? On voit que plusieurs pays se déconfinent petit à petit avec quelques spectateurs, de nombreux spectateurs pour certains, même dans des stades de foot ou quoi que ce soit. Est-ce que ça peut nous donner des idées? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être poussées par les artistes auprès de... Allez, je ne sais pas si c'est par les artistes et puis les pouvoirs publics, parce qu'il y a eu des belles choses. Moi, j'ai vu des choses en Espagne qui étaient très intelligentes. J'ai vu des choses, tout d'un coup, ils ont pris un champ, ils ont mis des meules de foin, ils en ont fait un théâtre. En fait, ce qui est très excitant, ce serait de se dire ça. Ce serait de se dire, est-ce qu'on nous lâche l'espace public? Parce que si on nous lâche l'espace public, ça peut être très intéressant. Parce que tout d'un coup, c'est Léo Ferré, on aurait rêvé. C'est la musique dans la rue, c'est la poésie dans la rue. Et ça peut être très intéressant. Aujourd'hui, le problème, c'est la culture hors les murs. Mais c'est qu'on n'a pas non plus ces cadres-là. Nous, on a fait un très beau spectacle l'été dernier, juste après le premier déconfinement justement à Alfortville, à côté de l'île aux Cointres, à l'amphithéâtre, même s'il y avait un siège sur 2, etc., mais c'était gratuit. Il y avait déjà une curiosité, enfin même une envie du public de venir voir les artistes. Je pense qu'aujourd'hui, elle s'est décuplée avec les 2 autres confinements qu'on vient d'enchaîner. Mais voilà, l'espace public est peut-être à réinventer, peut-être même que voilà, pour certains projets, des parkings en extérieur. Voilà des bonnes idées pour les villes. Notamment peut-être pour Luc Carbonas qui sera tout à l'heure, le maire d'Alfortville, on pourrait peut-être lui proposer également. C'est-à-dire que je vais dire quelque chose auquel je crois qu'à moitié, c'est-à-dire que moi j'ai des amis par exemple aux États-Unis qui sont dans une situation catastrophique. Je veux dire, ils n'ont plus rien, il n'y a pas le système de l'intermittence, c'est au revoir. Et c'est vraiment, ça a été sévère et lourd. Nous, c'est vrai que parfois, le sorte de confort qui n'en est pas un peut nous éviter aussi de nous bouger un peu. Et je trouve ça dommage. C'est-à-dire qu'inversement, l'urgence fait qu'il faut dire, il faut jouer. Quoi qu'il arrive, il faut jouer, que ce soit un drive-in, que ce soit... Par contre, il faut qu'on ait les autorisations pour ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous, quand on va pouvoir proposer des prestations ou des expériences, même on peut tenter des festivals un peu dingues sur 1 ou 2 soirs, sur un week-end, là le temps va s'y prêter. Je pense qu'il peut y avoir des expériences dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Roxane, si vous voulez. Oui, non, je pensais juste à rajouter aussi les points. J'ai pensé aussi à ça, ce que tu disais, en voyant les points éphémères. Tous ces points éphémères qu'il y a dans Alfortville, où il y a souvent des créateurs ou différents points de vente. On pourrait aussi investir ces mini-espaces comme étant des vitrines, comme faire du dépôt de disques, du dépôt d'images. Enfin, ça pourrait être aussi des espaces mis à disposition des artistes. Et si on imaginait aussi une espèce de concertation avec la population, peut-être qu'eux aussi, ils ont des envies et des idées pour tout le monde. Ça pourrait exister, ça? Enfin, il y a des passerelles avec vos... Les personnes qui vous écoutent. Évidemment que c'est toujours bénéfique d'avoir une meilleure connaissance de ce dont le public a envie. En même temps, il a aussi envie d'être surpris. Il a aussi envie de ne pas commander, enfin, que ce soit pas sur commande le spectacle, mais d'être saisi. Et c'est ça la beauté. C'est ça la notion de spectacle. C'est ça aussi la beauté de tiens, il y a quelqu'un qui chante, j'ouvre la fenêtre, ah c'est mon voisin. C'est cette surprise-là qui rend le moment vivant et saisissant. Et je pense qu'effectivement, une des choses il y a aussi je sais pas comment ça s'appelle, mais la petite arène qui est à côté de la piscine. Ça, c'est ce dont je parlais, oui, cet amphithéâtre un peu extérieur. Cet petit amphithéâtre, par exemple, l'autre jour, je me baladais avec ma fille pour prendre l'air, et puis il y a un cours de danse, il y avait un cours de salsa. Comme nous étions nombreux à regarder un cours de salsa, c'était chouette. On en voit de plus en plus dans les rues maintenant, du street art ou quoi que ce soit qui se mettent à jouer dans la rue, et c'est vrai que tout le monde s'arrête, tout le monde regarde. On a envie de voir ça, mais on est surpris, on n'a pas juste commandé un spectacle comme on aurait commandé un fast-food, et ça par contre ça peut pas se ça peut pas se prévoir. Enfin si, ça peut se prévoir par les organisateurs, par les artistes et qu'on nous donne les accès, et ça permet de surprendre le public, quoi. Pas un spectacle vivant, mais une ville vivante. Et Julien Soro, c'est là où on se dit que ce débat culture essentielle, culture pas essentielle, oui. On voit bien que finalement le débat c'était presque un non-sens. Moi je rejoindrais Julien quand même sur le fait que ce qui est dommage, c'est que les pouvoirs publics se soient pas un peu plus... alors là on est dans une crise importante, il y a l'espèce de pic, mais sur des moments un petit peu plus, là c'est les 4 derniers mois,
qu'on ne soit pas un petit peu plus creuser la tête pour continuer à faire des choses. Et notamment, je trouve que l'exemple de l'Espagne est bon, moi qui suis un peu la situation. Ils ont quand même géré la situation en continuant les concerts avec des petites jauges. Moi, il me semble qu'on aurait quand même pu continuer ça. Et après, évidemment, les idées d'extérieur, laisser la possibilité effectivement à l'espace public d'être un espace artistique, là pour les prochains mois, notamment l'été, ça serait quand même important de pouvoir faire quelque chose. Mais il faut qu'on ait ces moyens-là. Après, je pense que les villes et certaines mairies sont prêts à le faire. Mais il faut quand même que, effectivement, les décisions, elles se passent au niveau gouvernemental. Ouais, il faudrait qu'on ait des autorisations. Ouais, il faut qu'on donne un peu plus de liberté. C'est sûr que les décibels calibrés, tout est calibré. Voilà, il y a beaucoup de domaines artistiques qui sont urbains, qui se passent dans la ville, dans la rue, qui sont... Je pensais, vous parliez de cet endroit, dans les parcs, il y a des kiosques. Les kiosques, voilà, ça a toujours existé, quoi. La musique, les gens partageaient, c'était direct et tout. Et alors oui, le numérique, ça fait des choses chouettes, voilà, mais la confrontation, le contact, quand on se balade et qu'on entend un son et tout ça, voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. L'été dernier, je fais des concerts dans mon jardin. J'ai fait 2 concerts l'été dernier, mais c'était possible. Mais il n'y avait pas grand-chose, évidemment, on avait moins de choses, les jauges étaient réduites. Et du coup, là, pour le coup, dans le jardin, il y a des gens aux fenêtres, ça a créé une ambiance. Ça, c'est un truc à faire. Bon, mais c'était dans un espace privé, mais ça peut aussi se faire, évidemment, dans l'espace public. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai que la micro-audience, en fait, c'est vrai que je repensais à ce que vous disiez tout à l'heure. S'il y avait eu un média public, ça aurait été super, et c'est bien vrai. Et en même temps, quelle aurait été la guerre pour y accéder, parce que c'est l'avantage et l'inconvénient des réseaux, c'est de permettre à tout le monde d'avoir sa place. En même temps, ça génère naturellement de la micro-audience, et ce qui fait qu'on est complètement noyé et qu'on passe inaperçu. Donc la meilleure chose à faire, c'est fédérer, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Artistes au balcon, c'est ce qui se passe aujourd'hui même en faisant qu'on se rencontre. Donc ça, c'est quelque chose que les pouvoirs publics peuvent faire, c'est fédérer, faire en sorte qu'on ne soit pas simplement en train de se débattre avec nos micro-audiences. D'autre part, cette micro-audience, elle peut être hyper valorisée, et ça a été le cas effectivement l'été dernier aussi. Moi, j'ai une autre expérience un peu comme la tienne. J'ai joué cette fois-ci juste à côté, à Maison-Alfort, dans la galerie Kikart. On a fait un concert, et il y a eu autant de retours du public, autant de ventes de disques, donc c'est-à-dire des retours commerciaux pour nous les artistes. Une collaboration qui s'est mise en place avec un groupe qui s'appelle Zabriski sur cet événement d'une soirée. Ça a fait vivre un commerce local. On était effectivement maximum de 30 personnes, mais ces 30 personnes, elles étaient pleinement là, et c'était 30 pleins acteurs. Et c'est vrai qu'en numérique, avant d'atteindre 30 personnes vraiment à ce point, il faut avoir fait une quantité astronomique de vues et que les gens voient passer. Donc ça, je pense que réancrer dans le local, malgré tout, c'est intéressant, et c'est quelque chose à la portée des pouvoirs publics et de la ville, et parce qu'on offre aussi une grande qualité dans la relation, et du coup ça apporte beaucoup au public et ça apporte beaucoup à l'artiste. Vous parliez d'Artistes au balcon, cette initiative lancée par la mairie d'Alfortville. Coco Pello, peut-être un petit dessin sur Artistes au balcon? Sur l'artiste au balcon, justement celui juste ici où on voit effectivement un saxophoniste, et un voisin demande mais heureusement qu'il ne fait pas du métal, voilà. Qu'est-ce qui se passe effectivement dans l'acceptation des artistes? Moi je me pose cette question-là, quand on fait du saxophone, c'est plutôt sympa et la majorité de la population adhère, mais quand on fait un autre type de spectacle, c'est un peu plus compliqué, j'imagine, avec ses voisins. Ça tombe bien, je chante pas du métal, je sais pas. Écoute, alors pour le saxo. Il se trouve que j'ai pas fait de free jazz, et pourtant j'en fais dans pas mal de groupes. Et effectivement, j'ai fait le choix au balcon d'être entre guillemets relativement un peu plus consensuel en jouant des standards, parce que on a toujours cette peur, on rentre effectivement, moi j'étais dans mon espace privé, mais je touchais à l'espace privé des autres. Mais ça a été vraiment sympathique, je l'ai bien vécu. Alors il y a un harmoniciste qui a sorti son harmonica, qui s'est mis à jouer, il y avait des sortes d'échanges. Ça a quand même été assez rigolo. Mais j'ai envie de dire, c'est les premiers temps, les 2-3 premiers mois, il y a eu une sorte de truc. On applaudissait au balcon. On a vécu ça comme une sorte de jouvence, quand on a eu le confort, parce que je pense qu'il y a des gens que par contre ils ont eu la tête dans le sac. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la tête dans le sac, on a pu effectivement, il y a eu de la créativité.
Mais là, il y a une longueur... Mais c'est fini. Très sincèrement, qui va aujourd'hui sur son balcon pour faire encore de la musique? Vous l'entendez encore? Ben non, effectivement. Mais on n'applaudit plus à 20h. On n'applaudit déjà plus les infirmières. Donc, les infirmières. Il n'y a plus forcément de spectacles à son balcon, de jeux organisés dans les rues, etc. On sent mais parce qu'il est temps de passer à autre chose, il est temps justement, mais je crois qu'ils sont en train petit à petit quand même d'entendre tout là-haut ce qui se passe, mais il va falloir passer à autre chose et l'organiser ces choses-là. Vous le sentez cet effet sur la société, vous, aujourd'hui? Il y a eu cet effet où on est monté très vite de solidarité, qui est bien redescendu. Vous sentez qu'aujourd'hui la société elle est un petit peu à cran? Vous le sentez? Dans vos discussions avec les gens, tout simplement? Bah oui, enfin moi je sens quand même qu'il y a une colère sourde. Alors à un an des présidentielles, j'avoue que ça m'inquiète parce que parfois la colère n'est pas forcément bonne conseillère. Exactement. On va essayer de pas rentrer dans la politique. Non, mais bon, il se trouve que voilà, oui, les gens, parce qu'en plus les décisions, alors restons sur nos métiers, mais moi j'ai beaucoup d'amis quand même qui voilà me disent qu'il y a une forme d'injustice parce que les gens ne comprennent pas justement pourquoi les théâtres, pourquoi plus les théâtres que d'autres. Donc voilà, je sais que la polémique elle existe depuis des mois là-dessus puisque d'autres pays ont fait d'autres choix. Il y a des troupes, moi je connais des troupes qui sont en tournée en Europe, dans d'autres pays, qui font leur spectacle. C'est vrai que chacun se débrouille comme il peut. Ça paraît être surréaliste ici, mais voilà, c'est compliqué. Mais les gens, nous, bien évidemment, le public nous manque. Parce qu'on parlait du numérique, mais on a tous eu cette chance d'être devant un public. Et ça, c'est irremplaçable. C'est clair que c'est irremplaçable. Le spectacle vivant est irremplaçable et dans la relation que le public a à l'artiste et bien évidemment dans la relation que l'artiste a avec le public et le fait d'être justement sans montage, sans filtre, sans algorithme. C'est nous, notre travail et devant des yeux sans filtre avec voilà cette relation-là, elle est inoubliable quand on l'a vécue. Et c'est vrai que le temps passant, il y a même des moments où on se dit mais est-ce qu'on est encore capable de le faire? Moi je sais que j'ai vécu ça, à me dire est-ce que je suis encore capable de faire ce que je faisais? Et ça moralement c'est pas simple. Il y avait cet avant, mais comment on prépare l'après, c'est tout ce dont vous allez travailler là aujourd'hui, dans les prochains mois, en espérant que ça ouvre rapidement. On est quand même au 3e confinement. Et personne ne nous a dit que c'était le dernier. Enfin, on le souhaite tous. Mais c'est vrai que voilà, on est quand même à un moment là où il est temps de réfléchir à et si ça dure. Parce que moi, je pars toujours du principe qu'il vaut mieux tabler sur le pire, parce que si ça s'améliore, ce sera plus facile de trouver des solutions. Bien sûr. Ça me fait penser ce que tu dis au fait de regarder un film sur son iPhone ou sur un truc comme ça et d'aller dans une salle de cinéma, quoi. Et c'est sûr que, oui, on peut, il y a des palliatifs, il y a des choses, oui. Mais il y a un moment... On a envie de retourner au cinéma. Ouais. Mais préparer l'après, ça va être difficile. Pardon ? Moi, je trouve ça très difficile de préparer l'après. Parce que les conditions en fait étaient déjà difficiles avant. Honnêtement, c'est pour des groupes qui ne sont pas très établis, pour des groupes qui sont émergents ou en développement, les conditions sont déjà très difficiles. On est déjà noyé, on est déjà dans la micro-audience, on a du mal à atteindre même les professionnels, les programmateurs. Et puis aujourd'hui, on sait qu'il y a 1 an et demi de programmation qui a été déplacé. Donc là, si je veux chercher un concert, il faut que j'attende 2024, quoi. Honnêtement, donc à part créer des nouveaux endroits où il y a de la nouvelle programmation, parce que les espaces en place vont déjà reprendre les groupes qu'ils avaient programmés. En plus, il y a tous les groupes qui ont une notoriété, qui ont des grosses productions, etc. Quand on est dans une émergence ou voilà un plus petit format, il va falloir créer du nouveau parce que sinon on n'existera pas. Un nouveau format, il y a le POC. Vous êtes d'accord avec moi? Et en tout cas, je voulais vous remercier de votre présence sur ce premier débat. On va très vite, évidemment, arriver avec d'autres invités. Mais comme vous parliez du POC, cette grande salle de spectacle d'Alfortville, je vous présente le POC. Toutes les explications, c'est maintenant. Le POC est le théâtre municipal de la ville d'Alfortville. Pluridisciplinaire, il a pour ambition de présenter une création contemporaine dans ce qu'elle a de plus diverse. Du théâtre dans toutes ses formes, de la danse contemporaine bien sûr, mais aussi baroque ou urbaine, des concerts rock, classiques, expérimentaux, sans oublier le nouveau cirque, l'opéra, l'espace public, la musique classique, contemporaine et actuelle. L'ambition du POC, à travers sa programmation, est de réfléchir à une accessibilité tout autant qu'à une exigence des formes, afin de toucher le plus grand nombre de spectateurs. Plus de 10 000 d'entre eux fréquentent chaque année ce théâtre de plus de 400 places, dont la scène, de plus de 300 mètres carrés, permet d'accueillir les plus grandes mises en scène.
Mais le POC, c'est aussi une configuration de cinéma, diffusant chaque année plus de 80 films pour tous les goûts. Avec son équipe, le POC suit de nombreux projets tout au long de l'année et cherche à accompagner au mieux les artistes par des résidences de création et des coproductions afin de permettre l'émergence des talents de demain. Voilà, vous avez vu exactement ce que nous proposions, notamment pour le POC, ici sur cette scène importante où nous prenons la suite de nos débats avec des invités, de nouveaux invités, et nous allons parler bien évidemment du rôle des villes. Le rôle des villes pour aider le monde de la culture, des professionnels, mais aussi des amateurs. De nombreux invités nous ont rejoints, on aura notamment des extraits également, et puis surtout des questions venues des Alfortvillais. Nous a rejoint également sur ce plateau Monsieur le maire. Bonjour Luc Carbonas. Bonjour. Vous avez décidé de ce concept un petit peu novateur. Ouais. Je vais présenter nos invités dans un instant, bien évidemment, mais nous avons voulu vous entendre un petit peu sur ce côté novateur des missions interactives. À vous la parole. C'était un souhait que j'ai partagé avec mes collègues, et notamment Philippe Carr, pour préparer cette émission. C'est que depuis un an, et vous, le monde de la culture, vous en savez quelque chose, on n'a plus vraiment l'occasion de rencontrer finalement celles et ceux pour qui on bosse au quotidien, ou celles et ceux pour qui vous voulez donner du plaisir au travers de vos créations. Et ce manque structurel a fait que dans nos échanges, on s'est dit, bon bah ça suffit, on va essayer d'innover nous aussi. Et comme on a ce magnifique équipement qu'est le POC, je crois que c'était l'endroit privilégié pour qu'on puisse faire une première, et avec vous, et avec le monde de la culture, ça a du sens, lié à la crise sanitaire. Et comment faire pour une collectivité, c'est par exemple ce que nous avons fait nous l'année dernière, quand nous avons dû malheureusement annuler des spectacles. Nous savions que derrière il y avait des intermittents du spectacle. Et donc on a essayé de les accompagner pour ne pas tout simplement les planter pour leur quotidien de vie. Et moi je suis très fier parce que, je ne vais pas parler trop longtemps parce que le plus important c'est que vos invités puissent s'exprimer, c'est que à la fois commencer avec le monde de la culture, avec un plateau aussi prestigieux, ça me donne encore plus l'envie de poursuivre. Il y aura d'autres à vous la parole, et notamment le prochain sera sur la jeunesse, parce que là aussi la jeunesse doit nous poser question à nous qui sommes en responsabilité politique. Et puis vous dire que nous serons toujours à Alfortville fiers de cet écosystème qui s'est créé et qui va continuer à se développer. Je laisserai à mon ami Pietra dire les choses, je ne vais pas lui griller la politesse, mais il se passe plein de choses sur Alfortville. Et je conclurai par une anecdote qui était celle de l'inauguration du Centre d'art contemporain La Traverse, il y a quelques années maintenant, à Alfortville, où c'était Fleur Pellerin, alors ministre de la Culture, qui était venue l'inaugurer avec ses services, la DRAC. Et après l'inauguration, les services de l'État m'avaient pris par la manche en me disant « Monsieur le maire, c'est assez incroyable parce que ce qui se passe en fait dans les collectivités, c'est qu'on diminue les budgets à la culture et vous les augmentez avec de nouvelles structures. » Ça, je l'ai toujours en tête parce que la culture, c'est le meilleur outil d'émancipation du citoyen. Voilà, c'est un grand tout et tout le monde n'y a pas accès de la même manière. Et on se doit, quand on est une ville comme Alfortville, d'essayer de répondre à tout cela en étant dans l'écoute, dans le dialogue avec nos institutions, avec nos partenaires, avec nos associations et donner du bonheur à celles et ceux qui nous font confiance. Eh bien, vous avez lancé le débat, mais je vais quand même présenter nos invités. Marie-Claude Pietragala, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alfortvillaise, vous êtes la figure emblématique de la danse française et de la scène française. Quand même, il faut le dire, c'est vrai. Votre nom est connu de tous, ou presque, en tout cas de ceux qui s'intéressent de près à cette culture-là. Vous êtes membre du théâtre du corps à Alfortville, que vous avez contribué à créer. La danse, c'est votre vie, le public doit vous manquer certainement, on va en parler dans un instant. En face de vous, ou presque là-bas, Laurence Lascari, bonjour. Vous êtes productrice de cinéma, de télévision, vous êtes alfortvillaise également. Vous êtes une vraie femme engagée. Ça, c'est le moins des choses que de le dire. Membre fondatrice du collectif 50-50, qui a le but de promouvoir la diversité. Vous avez également créé l'association Dans mon hall, et celle-ci, c'est plus pour le vivre ensemble. Et Luc Carbonas parlait de la jeunesse. Je pense que vous pourrez évidemment nous en dire plus qu'un mot dans un instant. Wilfried Wendling, bonjour. Vous êtes metteur en scène, directeur de la Muse, le Muse en circuit Centre National de Création musicale à Alfortville. Là, on aura besoin de vous entendre sur ce que peut faire la ville, en compagnie du maire, bien évidemment, dans quelques instants. Face à vous, je vous présente Fouad Boussouf. Fouad Boussouf, vous êtes interprète, chorégraphe, et vous avez créé la compagnie Massala, dédiée au mélange des cultures. Vous avez cette formidable qualité, Fouad,
de nous transmettre des émotions. Et en ce moment, sachez qu'on en a vraiment besoin. Et merci de nous transmettre toutes ces émotions. Et enfin, je termine cette présentation par vous présenter Jean-Claude Cotillard. Bonjour, lauréat de plusieurs Molières. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous avez dirigé l'École supérieure d'art dramatique de Paris. C'est l'une des plus renommées de France. Merci beaucoup. Alors, Luc Arvounas le disait il y a un instant dans sa présentation, la ville, c'est important, la culture, c'est important. Qu'est-ce que la ville vous apporte, Marie-Claude Pietragala, au jour le jour? Et qu'est-ce qu'elle peut apporter pour les concitoyens en termes de culture? Écoutez, c'est large hein, comme question. Je crois que ce que la ville nous apporte, c'est la vie. C'est-à-dire, on est les artistes, on a toujours l'impression qu'on est déconnecté de la société, de la vie, parce qu'on est censé être dans notre bulle, dans la création. Il faut l'être, effectivement. Mais je pense qu'on a aussi un rôle citoyen. Et dans la création, dans la vie, dans le partage. Vous parlez de la jeunesse, de la transmission avec l'autre. Et puis cette création qui nous fait tous avancer. Mais il n'y a pas de création sans le public aussi. C'est-à-dire que les artistes, c'est formidable de pouvoir imaginer, rêver, inventer, mais il faut qu'on ait un public face à nous, et là on en a vraiment besoin, et c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir se réinventer avec un public, vous parliez tout à l'heure du numérique, avec un public qui effectivement, c'est pas le spectacle vivant, donc comment arriver à se réinventer en tant qu'artiste, justement dans la ville, comment faire pour qu'on ne coupe pas les liens avec les gens qui nous aiment, qui attendent effectivement beaucoup. Et je pense que là, il y a une attente énorme, encore plus qu'avant. J'ai le sentiment que là, pour parler avec beaucoup d'amis qui ne sont pas des artistes, ils souffrent cruellement de ne pas aller dans les théâtres, de ne pas aller au cinéma. Oui, c'était la fameuse question essentielle, vous savez, de la culture comme essentielle. Oui, à la limite, on se pose même plus presque la question. Que c'était pas essentiel, c'est vital même. C'est aussi une façon de montrer le monde d'un autre prisme aussi, et on a besoin de ça. Alors, on parlait aussi peut-être de culture urbaine, des cultures des villes, de cette jeunesse, parce que Luc, vous disiez que la prochaine thématique sera la jeunesse. Laurence Ascari, j'aimerais bien vous entendre, parce que vous avez monté des associations, que ce soit pour la diversité, mais aussi pour les quartiers un petit peu plus en difficulté, et sont en manque de culture également. Oui, en fait, il y a beaucoup d'inégalités. Certains enfants, certains jeunes vont avoir des pratiques culturelles avec leur famille et vont pouvoir ainsi s'ouvrir et découvrir, mais il y a d'autres familles qui n'ont pas cette chance-là. Et c'est là où on parlait de la ville et du rôle qu'elle peut jouer, c'est là où la ville peut être aussi un correcteur d'inégalités et donner accès à des spectacles, à des pratiques aux jeunes, aux enfants qui sont issus de milieux plutôt défavorisés. Et c'est ce qu'on fait quand vous avez parlé de l'association Dans Hall. Oui. Dans Hall, c'est un projet qui permet d'amener le cinéma soit dans des cités, ça peut être aussi dans des ZAC, on l'a fait en Normandie ou dans des zones rurales, et ça permet de rassembler tout un quartier autour du cinéma, le tout emmené par un réalisateur ou une réalisatrice. On va expérimenter ici même à Alfortville, et le but du jeu, ça va être moi j'appelle ça jouer, parce que c'est comme ça qu'on fédère, c'est comme ça qu'on fait vivre une aventure. Donc le but du jeu, ça va être de se rassembler autour du cinéma. Avec un casting Alfortvillais, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Le Carvounas, c'était une belle chose pour la ville. Ah bah si, au contraire, au contraire. Alors, si vous voulez bien, je n'oublie pas que Coco Pello est avec nous. Coco Pello est un BDiste, donc dessinateur de BD. Est-ce que vous avez quelque chose à nous présenter, Coco, déjà? Plutôt à propos du non essentiel justement, moi je me posais la question de comment est-ce qu'on pourrait articuler l'essentiel et le non essentiel. Est-ce que des artistes pourraient jouer dans des magasins, est-ce que on joue dans les musées, etc. Moi je me posais cette question-là. C'est un peu injuste aujourd'hui de dire qu'on est tous non essentiels en tant qu'artistes, on en souffre énormément. Et on ne comprend pas pourquoi les commerces sont essentiels, etc. etc. Voilà. Donc on revient sur cette question d'essentiel, non essentiel. Monsieur Wendling,
Aujourd'hui, pour répondre à cette question, que peut faire la ville? Que peut faire la ville pour la culture? Comment on aide ses auteurs? Comment on aide la population? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques idées, quelques aides? J'aurais tendance à inverser la question et plutôt à me demander qu'est-ce que je peux faire pour la ville. C'est-à-dire qu'on est un territoire, on est dans un territoire, on est un centre national de création musicale qui a une vocation à la fois nationale, internationale, avec un fort ancrage effectivement sur l'Île-de-France. Mais ma question un peu au quotidien, c'est de se dire qu'est-ce que je peux apporter au territoire qui est le plus proche du mien. Penser une ville dans son ensemble, j'imagine que c'est très compliqué à l'échelle d'une municipalité, c'est penser à mon sens différents territoires. Donc on essaye d'accueillir de façon régulière, on a énormément de résidences en permanence dans nos locaux, d'accueillir en permanence des artistes et de leur permettre de faire des sorties de résidence et d'accueillir les Alfortvillais gratuitement et de leur proposer des formes alternatives ou des musiques qu'ils ont peu l'occasion d'entendre. C'est plutôt dans le sens effectivement de qu'est-ce qu'on peut apporter au collège, au conservatoire, aux différents acteurs, aux compagnies et aux artistes qui résident sur la ville, que c'est dans ce maillage-là en fait que j'essaye de me situer et de réfléchir. Alors, à vous la parole, évidemment, vous savez, c'est une émission où vous prenez la parole, ça va de soi. Et justement, on leur a donné un micro pour qu'ils posent quelques questions. Je vous présente Lionel. Monsieur Carvounas, je crois que la question vous est posée. Bonsoir, je m'appelle Lionel, je vis à Alfortville depuis moins d'1 an. Je suis assez sensible à la question du théâtre ou du spectacle vivant, des spectacles vivants en général. Et c'est vrai qu'avec la crise du Covid, c'est un secteur qui est assez en souffrance. Je pense que les collectivités, après le Covid, auront toute leur part à jouer pour relancer ce secteur. Quelles sont vos intentions, monsieur le maire? Quelles sont les intentions des collectivités territoriales auxquelles vous participez? Je pense notamment à GPSEA. En matière de spectacle vivant et de façon à soutenir ce secteur pendant cette crise liée au Covid. Ouais. Luc Carvounas, la question vous est posée, si vous voulez bien répondre. C'est très simple, déjà on espère tous que cette crise va se terminer le plus vite possible et qu'on reprenne une vie sociale et que chacune et chacun dans son talent respectif puisse reprendre le chemin de sa vie et la rencontre de ses compatriotes. En tout cas moi c'est mon souhait le plus cher. Après, si j'ai à peu près entendu ce que disait ce jeune Alfortvillais, qui est arrivé donc il y a peu de temps, si j'ai bien entendu, ma première responsabilité, en tout cas vis-à-vis du monde de la culture d'Alfortville, c'est de surtout pas m'imaginer, pardon d'être aussi trivial, de faire des économies sur le tissu culturel de la ville. Que j'ai une responsabilité, dans un budget qui est extrêmement contraint, de pouvoir être vigilant à ce que ce qui a toujours bien existé puisse se poursuivre, mais surtout quand il y a de nouveaux projets qui peuvent être aussi un fleuron pour la commune, parce que moi, je suis fier quand on parle de ma commune de manière positive, et les personnes qui sont autour de cette table, ils participent très largement. Donc voilà, moi je répondrai présent évidemment avec mes collègues. Après, je crois que, et je conclurai par là, la période, encore une fois, nous a permis aussi peut-être de nous réinventer, de réfléchir à de nouveaux projets. Preuve en est ce que nous faisons ensemble avec cette émission qui sera sur YouTube. Je crois que les choses seront plus du tout de la même manière et que quand on pourra faire un reporting un peu géant de tout ça, je pense qu'on aura encore de meilleures et de plus belles pratiques. Voilà. Et en tous les cas, dans cette ambition qui est la nôtre, pas la mienne, la nôtre, c'est de pouvoir modestement d'être présent et de toujours accompagner ce qui est fait de beau et de bien dans ma commune. Je suis fier de ce que nous sommes. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez de nouvelles voies finalement et de ce que ça peut nous donner à réfléchir. Dans le premier débat, vous avez entendu que la nouvelle façon de faire c'était par le numérique, mais ça ne donnait pas forcément accès à tout le monde. Il y avait aussi des inégalités, ou en tout cas ça faussait certaines choses. Moi j'aimerais savoir comment vous, artistes, vous travaillez et comment la ville peut vous aider dans ces nouvelles voies que vous êtes peut-être en train de construire dans cette période. Foi de vos souffles. Alors, j'ai envie de dire que nous, les artistes, on a cette habitude d'être extrêmement flexibles à plusieurs endroits, au sens propre et figuré. On s'adapte à ce qui se passe autour de nous, parce que c'est pas une vie d'artiste, c'est pas une vie simple, on le sait. Et alors, parce que le contexte est compliqué et complexe, eh ben, on se réinvente. Ce que disait M. Carvounas, on se réinvente. Alors, à l'heure actuelle, il y a des choses qui se sont créées par la contrainte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répéter, on ne peut pas danser, donc on a actuellement, il y a la vidéo qui rentre en ligne de compte de plus en plus. Ça a l'avantage de faire découvrir la danse peut-être autrement. Alors attention, il ne faut pas que ça dure
trop longtemps. Mais en tout cas, c'est intéressant d'employer les nouvelles technologies, d'utiliser les nouvelles technologies pour justement faire connaître la danse au plus grand nombre. C'est un point. L'autre point, c'est aussi cette façon aussi de retravailler la danse, peut-être en imaginant que ce sont des nouvelles formes en fait. La notion de spectacle vivant pendant 1 heure, ben on l'a détournée, on l'a transformée pour faire des petites capsules très courtes. Et ça, c'est de la proximité avec les habitants. Est-ce que ça permet cette proximité qui aujourd'hui n'est pas possible, vous le voyez bien, Ça crée une certaine proximité. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ère de nouvelles technologies, encore une fois, où tout le monde a sa tablette, son téléphone. Oui. Et en faisant un hashtag Alfortville, par exemple, ben, on peut voir ce qui s'y passe à certains endroits. Jean-Claude Cotillard, vous qui avez évidemment travaillé sur la scène dramatique, sur l'art, etc., cette nouvelle façon de faire, ces nouvelles voies pour se rapprocher des citoyens, et ce qui est fait notamment par la ville d'Alfortville, comment est-ce que vous voyez cela, vous ? Il y a ce qui est lié à la période actuelle, et donc c'est un regard forcément différent, et puis la vie culturelle à Alfortville, indépendamment de la période actuelle. Il faut quand même noter qu'à Alfortville, il y a la mise en circuit, Marie-Claude Pietragala, Fête Galante, il y a un monde fou de créateurs culturels sur Alfortville. Et ça, c'est quand même exceptionnel, et ça, c'est une chose qu'il faut pérenniser. Préserver. Préserver et pérenniser. C'est vrai qu'il y a le spectacle, la salle de spectacle, les programmations, ça c'est une chose, mais il y a cette possibilité, moi j'ai créé pratiquement tous mes spectacles à Alfortville, par fétichisme, j'aime le dire comme ça, mais c'est vrai que ben voilà, il y a des salles de répétition, on peut travailler, on est dans des conditions d'accueil qui sont formidables. Alors maintenant, la période actuelle, je ne sais pas trop quoi répondre, la seule chose qui existe et qui perdure, c'est l'enseignement, les stages, parce que c'est l'enseignement professionnel, c'est autorisé. Donc ça reste quand même des petits labos dans lesquels on travaille et qui nous permet de garder contact avec le sens créatif, avec le désir créatif, voilà. Je vois Marie-Claude Pietragala qui réagit quelque part à cela. Oui, ben oui, parce que moi je suis heureuse d'annoncer, en partenariat avec la ville d'Alfortville, qu'on ouvre un centre de formation professionnelle par alternance, proposant aux jeunes, parce que en fin de compte tout est venu, le premier confinement, j'ai entendu ce que disait Luc, c'est-à-dire qu'il faut se réinventer, il faut réinventer la culture. Et à un moment je me suis dit, oui, mais si on doit la réinventer, la culture, il faut que ça passe par la jeune génération. On leur doit bien ça, en tous les cas. Et donc avec Julien, on a travaillé comme des forcenés en essayant de monter ce dossier qui n'est pas simple, hein, au niveau de l'administration, c'est pas simple du tout, créer un CFA. Et puis en fin de compte, voilà, on a eu il y a quelques jours, on a annoncé qu'on ouvrait ce centre à Alfortville, au Théâtre du Corps, permettant à ces jeunes d'avoir en même temps une formation sur 2 ans et en même temps un contrat professionnel sur 2 ans. Mais là où je rejoignais tout à l'heure ce qui se disait, c'est que souvent les gens me disaient « mais pourquoi tu ouvres un centre de formation, un CFA, pourquoi tu t'es compliqué la vie ?» Je me suis compliqué la vie parce que justement je veux que ce soit accessible pour tous les gens et pas uniquement ceux qui ont l'argent pour se payer des cours. La culture pour tous, voilà. Ouverte. Et donc je donne toujours l'exemple de ce grand danseur qui est Nourieff, qui est né dans un train. Et si il n'avait pas vécu là où il a vécu en Russie, je crois qu'il n'aurait même jamais dansé de sa vie. Et on se serait passé d'un artiste incroyable. Donc peut-être qu'il y a dans les quartiers d'Alfortville et ailleurs, sur tout le territoire français, il y a peut-être des artistes incroyables. Donc voilà, moi je suis heureuse de mettre ça en place et soutenue par la ville. Et donc voilà. À la recherche des nouveaux artistes. Alors c'est vrai que la mairie fait beaucoup pour la culture, c'est peut-être votre action numéro 1 avec évidemment d'autres secteurs, mais la culture, c'est essentiel à Alfortville. Alors voilà ce qui est mis en œuvre. Nous allons écouter Philippe Carr, qui est le maire adjoint chargé de la culture. 60 ans après André Malraux et son rêve de rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité, on voit bien que le compte n'y est toujours pas. Je veux dire qu'en fonction de là où vous êtes né,
En fonction de votre milieu social, les pratiques culturelles ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même intensité. Et nous savons malheureusement que, par exemple, allez, 70% des Français n'iront jamais voir un concert de musique classique. Parmi eux, combien de jeunes gens? Et ici, au Centre d'art contemporain La Traverse, avec Betty, Cédric et toutes les personnes qui travaillent à leur côté, mènent un travail essentiel de médiation culturelle auprès des jeunes et des familles alfortvillaises. Et à l'échelle communale, l'action du service public de la culture est essentielle. D'ailleurs, vous le savez, en France, la culture est essentiellement financée par les collectivités territoriales. Nous avons cette chance inouïe d'accueillir sur Alfortville des équipes et des structures culturelles de tout premier plan. L'Orchestre national d'Île-de-France, le Théâtre du Corps Marie-Claude Pietragala, Julien Dereau, le Théâtre Studio de Christian Benedetti, la compagnie de danse Massala de Fouad Boussouf, la compagnie de danse des Fêtes Galantes de Béatrice Massin, la compagnie Yeraz de danse arménienne. Il y a également au niveau associatif le CREA, qui est une des plus grosses associations de la ville, qui chaque année prodigue des cours de création, d'art et de loisirs à plus de 1500 personnes. Et là où la puissance publique peut jouer son rôle, bien évidemment, c'est de soutenir et de financer le service public de la culture. L'impulsion politique de la collectivité est donc essentielle pour garantir le travail des acteurs culturels sur le territoire communal. À Alfortville, avec le maire Luc Carvounas, nous avons fait de l'action en faveur de la culture une priorité. Et cette priorité s'est encore renforcée depuis le précédent mandat. Pour vous prendre un exemple, l'enveloppe budgétaire consacrée aux subventions aux associations s'élèvera cette année à plus d'1 850 000 €. 2 millions d'euros si on y ajoute la contribution de la politique de la ville pour certaines d'entre elles. Et plus de la moitié de cette enveloppe est consacrée aux acteurs de la culture, avec un peu plus d'1 200 000 €. On ajoute à cette enveloppe de subventions annuelles aux associations le coût de l'action culturelle de proximité que nous menons. Je pense bien sûr à la rentrée culturelle, je pense à l'été culturel, comme des spectacles de danse sur les quais de Seine, je pense à la performance de Marie-Claude Pietragala et Julien Dereau sur l'île aux Cointres. Eh bien, l'enveloppe globale consacrée à la culture à Alfortville s'élève à un peu plus de 2 300 000 €. La part consacrée à la politique culturelle s'élève à 3,5%. On le voit, on est très au-dessus du fameux 1% dédié à la culture dans le budget de l'État. Voilà pour ce point avec Philippe Carr, vous le voyez, hein, Alfortville fait beaucoup pour la culture. Laurence Lascari, j'aimerais, avant qu'on passe à Coco Pello qui nous attend ici pour un dessin, je voudrais juste rebondir un peu sur ce que disait Philippe Carr. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé, c'est une priorité numéro 1 pour la ville. Mais la culture, comme le cinéma ou l'art et la rue, comment on fait pour que ce soit un vecteur de solidarité entre les générations, avec la culture au centre de tout cela? Parce que vous, à travers les associations que vous avez montées et fondées, comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à mettre tout cela au centre? De plusieurs manières. Tout d'abord, quand on travaille dans le cinéma comme moi, on a un outil qui est extrêmement puissant entre les mains pour pouvoir faire passer des messages, faire évoluer la société, la questionner, changer les représentations, etc. Donc à travers nos œuvres et les œuvres qu'on choisit de produire, on peut déjà agir sur ces sujets. L'autre manière, et c'est aussi celle que j'ai choisie, c'est l'action aussi sur le terrain. Oui. Donc typiquement, avec un projet comme Dans mon hall, qui est intergénérationnel, eh bien, ça permet de rassembler des jeunes, des moins jeunes, qui d'habitude se croisent sans forcément se parler. Et on est allé aussi dans des quartiers où c'était même compliqué au niveau de l'occupation de l'espace. Et il fallait aussi que les familles puissent se réapproprier les espaces communs. Donc ça permet de rassembler les générations et puis de manière ludique. C'est-à-dire sans être sur des sujets forcément moralisateurs, mais plutôt de réfléchir tous ensemble. Mais les uns et les autres, est-ce que vous pensez que pour la culture, il y aura eu l'avant, après, ou est-ce que ça repartira tel qu'on l'a connu? Parce que là, j'entends pour les quartiers, tout ce que vous faites pour les quartiers, mais est-ce que cette culture dont on est en train de parler aujourd'hui, qui sont des cultures au pluriel, est-ce qu'elle va changer? Est-ce que c'est une forme de transition? Peut-être par rapport à ce que vous disiez, et Marie-Claude Pietragala ou M. Wendling également, pour prendre la parole, s'il vous plaît.
j'ai l'impression que il y aura un avant et un après. Oui. Et que tout ce qui nous était offert à portée de main, accessible, quand on l'avait à portée de main, c'était, on va dire qu'on y faisait peut-être moins attention ou on en estimait peut-être moins la valeur. Et là, d'en avoir été privé pendant tout ce temps, je pense qu'il va y avoir un appétit Mais parce que vous parliez énorme. Du terrain, comment est-ce qu'on le fait pour remonter par le terrain cette culture ? Wilfried Verling, par exemple. Vous pouvez me préciser votre question ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tout à l'heure, Laurence Ascari parlait du terrain. C'est-à-dire la culture doit passer aussi par le terrain, par les gens. Et donc il faut aller les chercher aussi. Est-ce que vous, dans ce que vous proposez aujourd'hui, c'est une notion qui va évoluer pour la rentrée, pour, on va dire pour l'après, quand on va pouvoir enfin aller sortir et voir des spectacles, entre autres ? Elle a déjà évolué. Là, je parlerai que de la question du territoire Alfortvillais, mais la question numérique est devenue évidemment centrale parce qu'elle est la seule, effectivement, actuellement, à pouvoir permettre une expression. Et donc, on a diffusé énormément de résidences et de spectacles via le streaming live, qui est notamment important par rapport aux questions d'algorithmes sur les différents réseaux sociaux, ce qui est une problématique assez complexe, mais en même temps essentielle si on veut pouvoir sensibiliser effectivement d'autres types de publics et ne pas rester sur une communauté qui, pour le cas de notre musique, est quand même assez importante et existante, mais de pouvoir toucher effectivement localement. Les réseaux sociaux permettent de cibler de façon plus précise. Et des nouveaux publics donc. Des nouveaux publics et surtout localisés. Ce qui permet effectivement de faire des choix stratégiques sur les différents territoires. Et ça, vous le ressentez tous, Fouad Boussouf, Marie-Claude Pietragala, pareil ? Moi, je voudrais reprendre votre question précédente sur le fait, est-ce que ça va nous changer ? Est-ce qu'il va y avoir une culture avant et après ? Je pense que oui, parce que ça va profondément changer les gens, profondément changer les artistes. Je ne pense pas que je danserai de la même façon, je ne pense pas que j'enseignerai de la même façon, je ne pense pas que je regarderai le monde de la même façon. Donc, ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. On dit ça aujourd'hui, et puis le chemin faisant... Oui, je ne crois pas. Je pense que ça nous a profondément tous changé, que c'est très, très compliqué. En même temps, on a tous vécu la même chose. Peut-être ça va redistribuer aussi les cartes. Peut-être aussi. Peut-être que, je ne sais pas. Mais enfin, en tous les cas, en tant qu'être humain, je pense qu'on a été percuté par ça. Ce n'est pas anodin. Donc pourquoi est-ce que la création serait toujours la même ? Je pense non, je pense qu'effectivement, vous avez raison. Oui, Fouad Boussouf veut intervenir également sur cette question. Je rebondirais sur ce que dit ma collègue également. Je crois qu'on avait un bien très précieux, on ne se rendait pas compte à quel point il était précieux. Et en fait, je crois que nous, les artistes, on va aussi changer peut-être notre point de vue, mais je crois qu'au-dessus de nous, ceux qui font que la culture est si importante aussi en France, il y a même des chercheurs, j'ai lu encore un article hier sur le bien-être que procure la culture au quotidien. Et on voit les effets que ça procure chez les enfants ou au grand public quand on ne va plus au théâtre, quand on n'écoute plus de la musique, quand on ne va plus voir de la danse. Il y a un effet qui est en ce moment négatif et on se rendra compte après coup qu'il y a vraiment des effets très très positifs qu'on a mis un petit peu de côté certainement. Oui, bien sûr. Luc Carvounas, j'imagine qu'il y a un poids quand même sur vos épaules. C'est-à-dire que la presse, ça va compter. On va beaucoup compter sur vous. Le poids est sur toutes nos épaules, il n'y a pas que les miennes. Oui, mais regardez si par exemple, on se dit, comment est-ce que les villes demain vont pouvoir être une sorte de plan un moteur pour le plan de relance ? Il faut se poser toujours la question finalement, pourquoi on fait ça et pour qui on le fait ? Et moi, je reviens sur cette notion de la culture pour tous. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais je suis issu d'une famille modeste, 4 enfants. On devait aller au cinéma une fois par an. Une fois par an, parce que mes parents n'avaient pas les sous pour nous emmener au spectacle ou autre. Et moi, quand je suis devenu maire en 2012, la première fois, mon ambition, c'était celle de dire on va ouvrir les portes et les fenêtres de tous nos équipements, culturels et pas que, pour faire en sorte que tous nos enfants de la ville, quelle que soit leur catégorie socio-culturelle, puissent accéder aux mêmes choses. Et quand dans les années 2000, pour donner un exemple concret, on était allé, j'étais adjoint à la jeunesse, on avait travaillé à un projet pour faire la pièce de théâtre Les Enfants d'Édouard Bond, avec des jeunes collégiens d'un quartier en zone prioritaire, le collège Langevin. Et que les gamins ont rencontré l'auteur, qui s'était déplacé en fin de travail, se sont donnés en spectacle, et qu'ensuite, forme de récompense suprême pour eux, on a réussi à les emmener à Avignon. Voilà, moi je trouve que tout ça a du sens parce que ces enfants-là, peut-être, ils ne seraient pas allés dans une structure théâtrale, ils ne seraient certainement pas allés à Avignon. Et notre job, et c'est ça qui doit être ma ligne force, c'est pas de me dire comment je vais faire, parce que pour moi la culture, c'est pas une question de coût,
c'est une question de plaisir. C'est encore, je reviens sur cette expression, de construction à la citoyenneté. C'est le meilleur vecteur. Et ça, le job d'un maire et de son équipe, et moi je remercie le travail formidable que fait Philippe Carr, c'est de pouvoir mettre tout ça sur la table, pour tout le monde. Et donc moi, c'est ça ma feuille de route pour l'après. Jean-Claude Cotillard, vous vouliez réagir? Alors, est-ce que ça va changer? Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a des désirs qui naissent. Moi, mon désir, c'est que la culture inonde tout le social. C'est qu'on soit partout. C'est-à-dire qu'on ne soit pas seulement dans le théâtre, où on va faire venir du public, et puis aussi des collégiens ou des enfants, mais qu'on aille sur le terrain. Sur le terrain, c'est quoi? C'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est la présence dans l'école qui va créer un lien direct avec les enfants, avec les collégiens, et c'est par ce lien direct qu'on va leur donner envie d'aller voir le spectacle. S'ils vont simplement, s'ils sont invités à voir le spectacle, il n'y aura pas le même regard. Il faut aller les chercher, il faut aller leur expliquer. Moi, je l'ai fait avec de l'opéra, c'est-à-dire qu'on est allé dans les collèges, et dans les collèges avec le chef d'orchestre, plus des solistes, chanteurs, chanteuses d'opéra. Et ben, une chanteuse d'opéra qui se met à chanter dans une salle de classe, tout à coup, ça crée des vibrations étonnantes. Et après, quand ils vont à l'opéra, ça change tout. Mais Monsieur Cotillard, on peut même se demander pourquoi demain et pas hier ou aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que tout était bien, on se reposait un peu sur nos lauriers? Non, on le faisait déjà. Mais là, on a eu du temps de réflexion. On a eu du temps où on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On est enfermé, on est cloîtré, on n'a plus le contact du public. Ça nous laisse le temps d'avoir des désirs. Et ça fait partie de ces désirs-là, pour moi, d'aller inonder le social de culture. C'est une bonne idée et peut-être que Luc Carvounas, vous reprendrez ça à votre compte également. Des artistes, il y en a, il y a des gens engagés, il y a des gens sur le terrain, on croit que tout est négatif, ce n'est pas forcément le cas. Voilà l'exemple, à vous la parole. Ali, il vous pose une question également. Bonjour, je m'appelle Ali Mussard, je suis alfortvillais, bassiste du groupe Redshift, compositeur et producteur de mon projet solo Alitch et président de l'association Z-Pulse qui a pour objectif le soutien des musiciens à travers le spectacle vivant. J'ai créé l'année dernière mon projet solo Alitch afin de produire de la musique à l'image. Je souhaiterais donc avoir vos conseils sur comment développer son réseau en France alors que cette industrie devient de plus en plus restreinte. Néanmoins, j'ai commencé à avoir et débloquer quelques contacts à l'étranger, notamment aux États-Unis, avec des superviseurs et des éditeurs. En France, je n'ai pas encore eu cette chance. Merci. Voilà, Wilfried Merling, c'est pour vous la réponse, s'il vous plaît. Mais je vais essayer. On pose souvent la question, parce qu'on reçoit beaucoup d'artistes et de jeunes artistes notamment qui essayent de vivre le mieux possible de leur secteur. Enfin, pour moi, il y a 3 réponses essentielles, c'est aller au concert et aller au concert. C'est-à-dire que la question essentielle du réseau, elle se fait d'abord par la fréquentation des lieux qui proposent de la danse, qui proposent du théâtre, qui proposent de l'opéra. Et c'est à cet endroit-là qu'on est au contact des œuvres, qu'on est au contact des artistes et qu'on est au contact des professionnels aussi qui la produisent. Et c'est à travers cette fréquentation assidue des spectacles qu'on crée de toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, en fait, des réseaux qui sont multiples et qui sont utiles à de multiples endroits. Et pour le cas du musicien qui nous interpelle, qu'il vienne à la mise en circuit, nous faisons régulièrement des sorties de résidence qui sont encore une fois gratuites, qui permettent une grande diversité d'esthétique musicale et qui permettra de nous rencontrer, de discuter. Je pense qu'il prendra contact avec vous juste après l'émission sans problème. Et ce sera avec plaisir. Laurence Lascari, vous vouliez intervenir sur ce point? Je voulais simplement compléter que les festivals sont également des lieux de rencontre et pour la musique à l'image, il y a le festival d'Aubagne. Et avec aussi une sélection de compositeurs et une mise en relation avec des jeunes réalisateurs. Donc ça peut être aussi intéressant pour lui. Oui, moi, je voudrais compléter aussi parce que ça va rentrer dans le cadre de notre formation professionnelle. C'est d'ouvrir aussi aux jeunes les clés de tout l'écosystème de la culture. C'est parce que les jeunes créateurs, les jeunes artistes, ils créent aussi bien en danse, en musique, en chant, théâtre. Mais après, ils n'ont pas les clés, ils ne savent pas comment faire. Absolument. Donc c'est important aussi de leur donner des notions de diffusion, de production, de communication. C'est leur expliquer l'écosystème, justement, qui est compliqué. Qui est compliqué pour un jeune, comment on monte sa structure, comment on s'occupe des droits d'auteur, comment... Tout ça, c'est pas simple pour quelqu'un qui a 20, 21 ans.
d'arriver comme ça sur le marché du travail. Et je pense qu'il faut aussi à l'ancienne génération qu'on soit des passeurs. Je pense que c'est très important. Et alors comment justement, alors Lucas Bonas, c'est intéressant parce que Marie-Claude Pietragala fait des propositions, il faut aider ces jeunes. Vous à la mairie, vous pouvez peut-être éventuellement être moteur. Et puis, il y a l'État évidemment, mais comment on se retrouve tous autour de la table? Est-ce qu'on peut imaginer, vous connaissez ces mots, les grands Grenelles, etc. Je vais vous dire comment on peut se retrouver tous formidablement autour de la table. Je vais faire cette annonce après l'annonce du CFA de Pietragala sur Alfortville. Moi, j'ai accepté, suite à un échange avec mon ami Mathieu Hanotin, nouveau maire de Saint-Denis, qui a un projet formidable de candidater au nom de la banlieue pour que la banlieue devienne capitale européenne de la culture. Et il m'a demandé si Alfortville voulait en être. J'ai dit évidemment oui. Et donc, je pense que si on, avec la ville de Paris, avec d'autres élus, parce que de notre territoire francilien, il y a des pépites culturelles, des pépites. Si on arrive à mettre tout ça en synergie, là, je crois qu'on pourra encore plus vite et mieux capter des jeunes, créer de nouvelles appétences, cibler Vous avez déjà des les idées chemins. de comment ça pourrait fonctionner? Vous avez déjà des idées un petit peu de la façon dont ça pourrait fonctionner? Je vois Laurence Lascaris qui a l'air intéressée. Je pense que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui pourraient être intéressés. C'est pour ça que je fais la merci à l'occasion de cette émission, donc on aura l'occasion d'en parler, mais je crois que c'est extrêmement moteur. L'idée de Mathieu Hanotin, encore une fois, je la trouve excellente, parce qu'on sort d'un seul territoire. Imaginez que la banlieue est capitale européenne de la culture, c'est une aventure incroyable. Il faut qu'on s'y lance. Et je vous invite tous. Laurence Lascaris. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Marie-Claude Pietragala concernant la transmission et l'importance justement de l'intergénérationnel. Et ça me fait penser, je ne pouvais pas ne pas parler de ce qu'on propose au collectif 50-50. Donc oui. C'est un collectif qui œuvre pour l'égalité au sens large, parité, inclusion, diversité, etc. On a mis en place du mentorat, justement, pour permettre à des jeunes professionnels qui se destinent au métier du cinéma et de l'audiovisuel de pouvoir être accompagnés sur une période plutôt longue par des professionnels sur tous les métiers. Est-ce que on pourrait imaginer, Marie-Claude Pietragala, de travailler ensemble, de faire des passerelles? Parce qu'on est là pour ça aussi, c'est donner des guides, donner des petits tuyaux comme ça pour tout le monde. Bien sûr, absolument. Les passerelles, elles sont secrètes. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Et je pose la même question à Fouad Boussouf, qui pourrait rencontrer M. Cotillard pour éventuellement trouver des mises en scène. Voilà, je crois qu'on a tous besoin aujourd'hui de travailler les uns les autres, alors qu'il y avait une forme de cassure, de rupture qui était là, où chacun était un peu dans son coin, même dans le niveau de la culture, où je me trompe peut-être. À vous de me dire. Non, vous avez un peu raison. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Vous avez un peu raison, et je pense que cette situation-là va justement peut-être recréer des liens, parce qu'on est en tel manque, et je pense que si les artistes, plus on est ensemble, plus on est fort. Enfin, ça, c'est... Jean-Claude Cotillard, après Fouad Boussouf. Mais la question qui était posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y aura un après, et est-ce que cet après sera différent? Puisque et comment on le construit? Déjà, nous nous rencontrons ici même maintenant, c'est déjà l'après. La table ronde est là. Voilà. Mais oui, on ne l'aurait peut-être pas imaginé sans ce truc, quoi. Ça, on le doit notamment à Lucas Bonas et ses équipes. Merci. Fouad Boussouf. Mais juste un mot sur la transmission, c'est vrai que c'est important, parce que nous, à l'endroit où on est, on a toute une génération qui arrive derrière, et je rejoins aussi Marie-Claude sur ce projet de formation. Nous, on le fait aussi, on le fait tous, j'ai l'impression, tous ceux qui sont sensibles à la transmission et au bienfait que ça procure, on se doit aussi de mettre les moyens, en tout cas d'aider ces nouvelles générations à mieux s'inscrire aussi dans ce paysage culturel, notamment en danse, dans ce que je connais moi en particulier. Leur donner les moyens aussi d'être des meilleurs interprètes, et des interprètes aussi pluriels désormais, parce que il n'y a pas très longtemps on avait ces frontières entre la danse par exemple contemporaine ou la danse hip-hop ou simplement être interprète de théâtre. Désormais on a quelque chose qui est quand même un peu plus large. On a besoin d'interprètes qui sont en capacité d'être des interprètes à part entière, au-delà de leur technique. Et puisque vous parlez de danse, écoutez, on a un concitoyen d'Alfortville qui souhaitait prendre la parole, notamment sur cette thématique. On va l'écouter, il s'appelle Varta. Bonjour, je m'appelle Varta Nagodjian, je suis danseur et enseignant à l'école de danse Kielaz. Et ma question est, peut-on, durant cette période de crise sanitaire,
trouver un moyen, un concept révolutionnaire qui nous permettrait de reprendre les cours en présentiel et la reprise aussi du spectacle vivant. Sa question est un petit peu large, mais c'est vrai qu'elle fait sourire un peu Fouad Boussouf. Allez, Fouad Boussouf, allez-y, répondez, après Marie-Claude Pietragala prend la parole. Non, juste une expérience. J'étais au Maroc il y a 3 semaines et j'étais invité pour chorégraphier un spectacle et ils ont dansé avec des masques, tout simplement. Alors, mais ils ont dansé devant le préfet, donc c'était quelque chose de très sérieux. Et on a réussi le coup de force à juste être assez flexible et en respectant les consignes. Ils ont dansé avec des masques. Alors, faire des cours avec des masques, c'est pas une solution viable pour plein de raisons. Mais dans le contexte... Voilà, il n'y a pas de... Ça serait génial d'inventer un système, mais... On ne l'a pas encore. Marie-Claude Pietragala, on ne l'a pas encore. Non, c'est vrai, on n'a pas encore trouvé, mais après, est-ce que dans les théâtres, voilà, s'il y a ces règles sanitaires qui sont bien respectées, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment des foyers de contamination. Donc, c'est très étrange parce que des fois, on nous permet d'être dans des lieux, on en parlait avec Luc tout à l'heure, on nous permet d'être dans des lieux où on est tous les uns sur les autres, dans les transports en commun, et puis tout d'un coup, dans les lieux de théâtre, les théâtres sont fermés. Les normes, Luc Carvounas, c'est très dur aussi pour un maire. Surtout quand on nous les donne le vendredi soir pour les appliquer dès le lundi matin. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais quand on regarde une salle comme celle où nous sommes, il y a 404 places, je crois. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre 100 personnes pour regarder des spectacles? On ne s'est même pas posé cette question. On a dit on ferme tout, sans débat parlementaire, sans explication scientifique. Et on met la clé sous le paillasson et on détruit des carrières et des vies consacrées à... Aujourd'hui, on parle de la culture, mais je pense aussi, pardon, je vais faire une digression, à nos petits commerces. Toute leur énergie, c'est des drames humains qui sont en train de suivre. Ça mérite que collectivement, on se pose la bonne question pour accompagner à la fois les métiers du monde de la culture. Et je vous plains, parce que vous me plaignez, mais moi je plains le monde de la culture, je plains les commerçants, je plains les soignants. C'est eux que je plains. Moi, j'essaye de faire du mieux vivre ensemble dans une crise sanitaire avec mes équipes. Mais heureusement que vous êtes là. Voilà, je vous le dis sincèrement, sans flagornerie. Heureusement que vous êtes là. La culture, la transmission, on en parlait. La BD, c'est une façon aussi de transmettre. Coco, petit dessin peut-être avant qu'on avance à la conclusion de nos débats. Oui, moi je parlais de l'accessibilité justement de la culture et le fait que la culture pourrait se retrouver directement dans les classes. Mais dans ce cas-là, dans mon dessin, du coup, je me dis, est-ce qu'un orchestre symphonique arrive dans une classe et du coup, qui paye? Est-ce que c'est le ministère de l'Éducation ou est-ce que c'est le ministère de la Culture? Alors bonne question. Qui sait répondre? Les deux, mon capitaine. Je ne sais pas. Moi, je pense que actuellement, le ministère de la Culture paye beaucoup, effectivement, pour les questions d'éducation et pas assez le ministère de l'Éducation. Très clairement. Je vous propose qu'on arrive à la conclusion de ce débat, peut-être un petit tour de table rapidement, allez, pour donner un petit peu d'espoir. Après, on écoutera un petit morceau de musique également, ça nous donnera aussi cette sensation de pouvoir être un spectacle. Marie-Claude Pietragala, et on conclura par Luc Carvounas. Un petit mot d'espoir, un mot de conclusion sur tous les débats qu'on a eu pendant cette émission. Déjà, je pense que c'est le symbole même de ce qu'on est en train de vivre, là, de se réunir, de parler, de discuter, d'échanger, de communiquer les uns avec les autres, et puis peut-être de rêver un futur proche. Wilfried Wendling. L'émancipation, je pense que c'est vraiment un socle pour nous, effectivement, et le Conseil d'État l'a rappelé récemment lorsqu'il a été interpellé sur la question de la réouverture des salles. La question de la liberté d'expression est un socle majeur pour la question artistique et culturelle, et on va tâcher de la défendre ardemment, quelle que soit la période. Voilà, on vous sent bien offensif, Jean-Claude Cotillard, un petit mot. Oui, alors pour répondre, 80% ministère de l'enseignement ça, pour répondre et 20% à ministère de la culture. Mais après... C'est bien d'apporter fact-checking. Un petit mot pour conclure? Non, parce que Marie-Claude l'a dit, l'essentiel c'est effectivement la rencontre, la discussion qui engendre l'espoir et la mise au travail. Hein. Fouad? Je pense qu'il faut rapidement ouvrir les salles de théâtre. C'est urgent. Laurence Lascari, s'il vous plaît. Peut-être ce que je peux dire, c'est soyons agiles, soyons résilients.
aujourd'hui on fait avec et puis préparons le monde d'après, le monde de demain. Et préparer le monde de demain et le monde d'après, je crois que c'est un peu ce que vous faites, Luc Carmounas, tous les jours. En tout cas, moi je vais juste dire merci à tous les invités parce que celles et ceux qui nous regardent ne peuvent qu'avoir de l'espérance et la pêche en écoutant cette émission. Et puis, cher Michael Samès, un grand merci d'avoir accepté d'animer cette première. Sauf que maintenant, vous allez être obligé d'animer les prochaines. J'espère que vous serez le visage, à vous la parole pour les prochaines. Avec grand plaisir. Émissions. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette émission. À vous la parole. Donc Luc Carmounas vient de le dire, il y en aura une deuxième. Ça sera avec très grand plaisir. Et on va se quitter, s'il vous plaît, en musique. C'est le groupe Archibald qui est là pour vous. Bonjour à tous. Merci au POC. Merci à la ville d'Alfortville de nous accueillir. Nous sommes Archibald. Il est un cercle qu'on appelle polaire. Au-delà, il fait noir comme il fait blanc. Il fait jour comme il fait nuit, longtemps. On marche sur la mer. D'en dessous, Setna écoute nos pas. Sœur ensevelie sous l'eau blanchie en éclats de poissons la mer tu as peuplé cette nappe reçoit par les tambours affamés le chant navré d'un village offensé, nourri de colère, veille sur la mer, prisonnier. C'est assez fasciné, tout s'en mêlait. Quand les amers pleuraient, voudraient manger. Cette nappe reçoit par les tambours affamés le chant navré d'un village Cette nappe reçoit par les tambours affamés le chant navré. Cette nappe reçoit par les tambours affamés le chant navré d'un monde regretté. Les enfants de l'Arctique ne dessinent pas de maisons au toit de tuiles rouges, de jardins fleuris, ni d'arbres. Ils dessinent des phoques, des narvals, des baleines. Comme tous les enfants du monde, ils demandent à jouer dehors, à mouiller leur kamiks.
Il se cache derrière les traîneaux vacants, se protège de harpons en carton et chasse les ours invisibles. Let me go play outside. Won't be sure that rain's not dry. Let me climb up that wall and maybe fall. Let me wet all my shoes. Crossing river is so good. There's no border line to this world of mine. Hey! Oh, why? Frightening shadows, kids scared by something you only invented. And if you wonder, you Merci à tous, merci à la ville d'Alfortville, merci au POC. Un grand salut à tous de la part d'Archibald.